Bonjour Hervé, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président du prix Albert Londres, journaliste, auteur. Le 90e prix Albert Londres a été remis en novembre dernier. C'était dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Vichy, ville dans laquelle est située la maison natale du grand journaliste reporter qui a donc marqué le XXe siècle. Il est sans aucun doute, et vous n'allez pas me contredire, celui qui a su donner ses lettres de noblesse à une profession qui est toujours utile, indispensable et nécessaire pour informer mais aussi transmettre les vérités et les réalités du monde. Un journaliste et écrivain donc, qui était aussi photographe, l'une de ses facettes moins connues et que vous mettez donc en lumière à travers cet ouvrage Albert Londres et la photographie. Comment vous avez découvert cet aspect de son travail journalistique ? Tout simplement en lisant Albert Londres dans le texte, si j'ose dire, c'est-à-dire dans les journaux. Et donc à un certain moment je me suis rendu compte que il était écrit Albert Londres en bas de page sur des photos. Et il se fait qu'aux Archives nationales, le prix Albert Londres, qui est une association qui a 90 ans, avait déposé depuis très longtemps des centaines de photos. Et je me suis rendu compte que ces photos avaient été publiées avec le nom d'Albert Londres et qu'en fait, oui, souvent, la plupart du temps, on en parlera, c'est lui qui faisait les photos. Et donc, il avait une réflexion sur cet instrument journalistique, éditorial, voilà, la photo. Plus de 800 photos au total qui ont été publiées, qui sont connues, identifiées à ce jour. Quels sont les journaux dans lesquels on pouvait les retrouver, ces photos ? Alors, on a pu les retrouver dans le Petit Parisien, mais ça démarre essentiellement, mais ça démarre avec Excelsior, qui est un journal assez formidable parce que c'est un des rares qui, dès les années 1910, décide de mettre à la une douzaine de photos tous les jours, réalisés par ces reporters, ou alors les reporters qui font de la récup, comme on le dit, c'est-à-dire qui récupèrent des photos qu'ils n'ont pas prises, mais qui sont intéressantes pour l'événement. Et Albert va commencer à faire de la photo pour ce journal. Et on a le film. On a le film qui a été tourné par un opérateur cinéma d'un homme très riche qui s'appelait Albert Kahn et qui avait envoyé des gens dans le monde entier. Et on voit Albert passer dans le champ de ce que tourne cet opérateur. Et c'est là qu'on voit qu'il trifouille un appareil. Et c'est la première fois que Albert, en fait, s'essaye à la photo. Mais il avait très vite compris l'importance justement de la photographie. Il était à l'avant-garde en quelque sorte. Oui. À l'avant-garde, vous savez, il y avait eu Jack London de l'autre côté de l'Atlantique et en Grande-Bretagne qui avait fait des clichés, qui est un photographe extraordinaire. En fait, lui avait compris, on va dire, opportunément le rôle joué par la photo pour prouver quelque chose. Et dans certains livres, il dit, Monsieur le ministre, si vous ne me croyez pas, j'ai les photos et je vais vous les envoyer. Est-ce qu'il y a une signature photographique Albert Londres ? Pas vraiment. Il n'y a pas un cadre. On n'est pas époustouflé par un effet waouh de la prise de vue. En revanche, il y a tout. Et donc, il y a surtout cette chose extraordinaire qui permet de voir ce que raconte Albert. Et on peut comme ça aller de l'un à l'autre, c'est-à-dire de la photo à cette langue absolument magnifique et très performante qui est celle d'Albert Londres. Et parfois, il raconte aussi les événements à travers sa présence sur la photographie. Quel était le but justement de s'afficher comme ça dans les situations qu'il pouvait vivre ? Eh bien, c'est toujours le même, c'est attester qu'il est réellement sur le terrain. D'une certaine manière, vous savez, quand nos amis actuels font des stand-up, comme on dit à la fin d'un sujet, où on les voit, où ils sont dans une charnière d'une séquence à une autre, c'est attester qu'on est effectivement sur le terrain. Ça n'est pas un effet de vedettariat, c'est simplement un effet de véracité. Il faut essayer de comprendre ces éléments-là, non pas toujours de manière tordue pour se dire c'est du vedettariat, mais en fait ça concourt à une véracité accrue. Alors dans ce livre, on apprend aussi qu'il apportait donc certaines photos, qu'il faisait appel à d'autres photographes lors de certains voyages, mais qu'à la parution, seulement son nom était affiché. Pour quelle raison ? Alors, pour des raisons, une double raison. Il y avait
à l'époque une absence de considération pour les photographes. Je dirais même pour la photographie. Vous savez, on disait que c'était une image mécanique. C'est très bizarre parce qu'aujourd'hui, intuitivement, on pense le contraire. Mais à l'époque, on pensait qu'un dessinateur de terrain, c'était mieux qu'un photographe. Et donc, lui pensait que la photographie a un rôle très important, et aussi parce que le fait de signer protégeait les droits de cette photographie qui était encore balbutiant. Et le nom, la notoriété qu'avait Albert permettait de protéger d'autres usages cette photographie. Alors Hervé, à travers votre livre sur les photographies d'Albert Londres, on parcourt aussi sa carrière de manière chronologique. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué plus particulièrement? L'événement, vous savez, avec Albert, je vous assure, c'est un type formidable. Et vous savez pourquoi? On aurait pu l'inviter. Oui, mais il est là, parce qu'il nous ressemble. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler aucune langue étrangère, qui n'a jamais pris l'avion, qui ne sait pas nager, il va d'ailleurs en mourir de ça, et qui aime bien la bonne chair. Et donc, tout ce à quoi il s'intéresse est vécu avec une intensité incroyable. Mais bon, c'est vrai qu'une des grandes intensités, c'est ce voyage en Afrique noire, où il enquête sur un chemin de fer qui s'appelle le Congo-Océan, et il prouve, certains l'avaient fait déjà avant lui, mais lui a été plus loin dans l'enquête, qu'il y a eu 17 000 morts pour construire, et bien sûr du côté des Noirs, cette voie ferrée. Et l'intensité avec laquelle il écrit ça, la force, moi, m'a beaucoup bouleversé, mais c'est un journaliste bouleversant. Une phrase est restée célèbre, vous la reprenez dans votre ouvrage. Notre métier n'est pas de faire plaisir non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Doit-elle être le guide de tous les journalistes aujourd'hui? Évidemment. Elle vient de ce livre, de cette série en Afrique, qui s'appelle Terre d'ébène, dans le livre. Et si vous voulez, pourquoi? Parce qu'à l'époque, fielleuse, déjà, les gens avaient dit « mais il faut le rayer de la carte, ce journaliste. Regardez ce qu'il raconte. » Il dérangeait. Il dérangeait, c'est un anti-français. Et donc, très calmement, Albert a fait une préface à cette série, et c'est là qu'il dit « vous voulez ma mort ? Et moi, je vous dis ce qu'est le journalisme. » Et c'est d'autant plus fort que c'est une des rares fois où Albert se lance dans une définition du métier, et je crois que c'est la bonne. Et c'est vrai qu'il a su prendre le pouls de grands sujets, géopolitiques ou encore religieux, qui sont encore aujourd'hui au cœur de notre monde contemporain, malheureusement, notamment à l'heure où la guerre fait rage entre Israël et le Hamas, un conflit qui prend sa source d'ailleurs à la fin des années 20. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il raconte? Lui, il est, si vous voulez, dans la foulée d'une déclaration fondatrice, on va dire, de la question israélo-palestinienne, qui est la déclaration Balfour. C'est un ministre britannique qui envoie une lettre à un des leaders du sionisme de l'époque, qui est voilà, une personnalité très importante. Et on voit que l'Empire britannique qui règne sur ce territoire dit « il faut un foyer national juif quelque part », et ça serait la Palestine. Et donc Albert va enquêter là-dessus sur qu'est-ce que sont ces communautés juives de par le monde, à Jérusalem, en Europe centrale, en Grande-Bretagne. C'est un travail absolument incroyable, ça s'appelle « Le Juif errant est arrivé » et ça se lie aujourd'hui avec énormément, là aussi, de puissance quand on sait que dans le temps long, le drame, la tragédie continue. Et autre sujet important, religieux, l'islamisme radical qui est aussi explicité lors d'un voyage initialement prévu donc, à la Mecque. Oui. Qu'est-ce qu'il a raconté aussi à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, ça a également un écho Mais totalement. Je vais voir du côté juif ce qui se passe, je vais voir du côté arabe ce qui se passe. Et religieux, donc il veut aller à la Mecque, et là, s'il n'y arrive pas, parce que son fixeur, c'est-à-dire son guide,
qui est un Français converti à l'islam, qui est un colonel, le colonel Depuis, qui s'appelle Chérif Ibrahim, avec son nouveau nom, rate le fait de lui ouvrir les portes de la Mecque. Et donc, il va se replier, si j'ose dire, sur une tragédie qui est les pêcheurs de perles, c'est-à-dire ces hommes qui perdent la vue et qui en meurent d'aller chercher des perles pour les grandes bourgeoises françaises et du reste du monde. Et il croise le wahhabisme, c'est-à-dire le fond spirituel des talibans. Et il en fait une description sur 15 lignes qui est l'absolu portrait de ce que nous vivons actuellement à Kaboul, par exemple. Est-ce que c'est un journaliste qui vous a guidé tout au long de votre carrière de reporter? Non, parce que je n'avais pas découvert Albert. J'ai découvert Albert, comme on dit, sur le tard. En revanche, cette exigence-là, j'ai croisé des gens qui avaient été inspirés par Albert. Et ça a été ça, ma grande chance. Depuis quand vous vouliez devenir journaliste? Là, on vous voit, par exemple, en plateau sur Antenne 2, notamment. Oui, on constate le désastre de l'âge, mais... Ça, c'est vous qui le dites. En fait, vous savez, mes parents, j'étais fils unique. Et donc, j'étais livré à moi-même. Mon seul gardien et mon seul vecteur d'apprentissage, c'était la télé. J'ai appris la littérature, le théâtre, par la télé. Et c'était en Picardie, puisque vous êtes originaire de Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Et il y avait un grand reporter, il y avait 5 colonnes à une, l'émission du grand reportage, et un reporter qui s'appelait Roger Louis. Et je crois que confusément, oui, ça m'intéressait de lui ressembler un peu. Et vous avez été donc un grand reporter spécialisé dans le terrorisme, les affaires politico-judiciaires. D'ailleurs, un reportage sur l'affaire Farwell pour Envoyé spécial en 1991 vous a permis d'obtenir donc le prix Albert Londres, un prix que vous avez reçu avec Dominique Thiers. Comment vous avez vécu cette distinction à l'époque? C'est le ciel qui me tombait sur la tête. Le gars de Saint-Quentin, fils d'un bûcheron, et ma mère qui vendait des cigarettes au bureau de tabac de son père, et c'est comme ça qu'ils ont fabriqué un garçon, c'est-à-dire moi, mon père qui venait acheter de la cigarette, et ma mère qui était là-bas. Mais moi, j'étais à 100 000 lieues de tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes le président du prix Albert Londres depuis 2020. Je suis toujours à 100 000 lieues, je n'en reviens pas. Une distinction qui se décline en 3 prix désormais, la presse écrite, l'audiovisuel et les livres. Le dernier prix, donc Albert Londres, a été remis à Vichy, je le disais tout à l'heure, en novembre dernier. Le 85e prix de la presse écrite, c'est Wilson Fash qui l'a reçu pour ses reportages sur l'Afghanistan. On le voit là en photo, et également sur la gare routière de Tel Aviv et l'Ukraine. Le 39e prix de l'audiovisuel, c'est Hélène, la seule femme que l'on voit là, l'Armstrong pour son film Daesh, Les Enfants Fantômes. Et enfin, Nicolas Legendre pour Silence dans les champs, c'est le 7e prix du livre. Que pensez-vous de cette nouvelle génération de reporters? Formidable. Oui. Formidable. Parce que tous les trois, là, ils sont freelance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas à une grande rédaction, mais qu'ils ont décidé de se lancer pour aller ici ou là et faire ici ou là ce qu'ils voulaient dire en termes d'information. Leur volontarisme, le côté offensif qui est leur style, leur engagement. Tout comme Émilie Rousseau, qui est journaliste au sein de la rédaction de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et qui figurait parmi les finalistes pour le prix de la presse écrite. On la voit là à l'écran, puisqu'en fait, elle a enquêté sur les phases polluants éternels. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de son travail? J'ai retenu la précision, de la rigueur, de l'engagement journalistique. C'est le journalisme qu'on aime. C'est-à-dire qui est là pour sortir un certain nombre de réalités que d'autres ne tiennent pas beaucoup à voir mises en lumière. Et puisque vous aimez les sujets de société, tout à l'heure on va recevoir votre invité, Alexandre Duval-Stala, qui est le président de l'association Lire pour en sortir, que l'on voit là à l'image et qui propose aux personnes détenues donc des actions d'insertion par la lecture.